Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, résultats, analyse, invités. Voilà le sommaire de notre émission ce soir sur Sud Radio. 1 heure pour revenir sur la 9e journée, se projeter sur le Classico et également sur ce premier match des Bleus face à l'Afrique du Sud. On en parlera à partir de 19h30. Avec nous, bien sûr, toute l'équipe Sud Radio, Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero. C'est parti, vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Bonsoir Jean-Baptiste Elissal, bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs. François. Bonsoir à tous. Voilà, avec bien sûr Quentin Cabanis et Cyprien Bétou. Cyprien, pour nous rappeler d'abord les résultats, si vous nous rejoignez sur l'antenne de Sud Radio, tout ce qu'il s'est passé lors de cette 9e journée du Top 14 entamée à 14h30 sur notre antenne. Exactement François, ça a commencé avec le succès de Toulon, bonifié face au Loup 54-21 dans le multiplex. Pau s'est imposé de justesse contre Perpignan 27-23, les premiers points de Perpignan dans ce Top 14. Bayonne se bonifie face à Montauban 49-7, Castres s'incline à domicile 26-28 contre l'UBB. Montpellier s'incline également à domicile face au Clermontois 7-9. Ce soir, Toulouse, Stade Français, match de Classico à 21h avec Alexandre Priam. Et demain soir, La Rochelle Racing 92 à 21h également. Voilà, Jean-Baptiste Elissal, tiens, première victoire à l'extérieur de Clermont, le succès précieux de l'UBB chez un concurrent pour la qualification à Castres, et puis le premier point de la saison de Perpignan. Qu'est-ce que tu retiens de ce multi ? La victoire de Montferrand à l'extérieur, je l'attendais depuis longtemps parce qu'ils alternaient le très bon chez eux et le très mauvais à l'extérieur. Là, ils ont bien répondu stratégiquement à la partie qu'a proposé Montpellier. Ils ont gagné le territoire. Je crois que Montpellier aurait pu l'emporter, mais c'était le braquage du siècle. Montferrand a été solide, un match solide à l'extérieur, et je pense que ça leur fait du bien et ça valide un bon bloc, mine de rien. Ils se positionnent en haut du classement avec cette victoire. Voilà, le 9-7, on le rappelle, et puis quand même ça tient à rien aussi, Philippe Spanghero, parce que c'est vrai quand même que Clermont l'a emporté à l'extérieur, mais ça se joue aussi à une pénalité, 78e, Vincent sur le poteau, voilà, ça, si c'est dedans, c'est Montpellier qui gagne, hein. Ouais, si ce n'est que Clermont aurait pu nourrir quand même énormément de regrets avec ce scénario-là, parce que en termes de possession, d'occupation, de maîtrise, c'est le match le plus abouti de l'ASM à l'extérieur, c'est certain pour moi. Et ce qui reste à régler du côté de l'ASM, c'est cette capacité à se payer beaucoup plus sur les temps forts, parce que il y a 3-0 en première mi-temps avec quand même des stats en termes de possession et d'occupation qui sont assez flagrante du côté de l'ASM. Donc dans la victoire, c'est plus facile de construire. S'il y a une critique à faire, je pense, c'est celle-là, c'est cette capacité d'être beaucoup plus pragmatique sur les temps forts, parce qu'ils auraient jamais dû, dans ce scénario, laisser cette opportunité à Montpellier de revenir en fin de match. Le premier point de l'espoir, on pourrait l'appeler comme ça, celui de Perpignan, match commenté par Cyprien Bétou pendant le multiplex, 27-23, donc succès de Pau, mais premier point pour les Catalans qui se sont peut-être réveillés un peu trop tard. Jean-Baptiste, qu'est-ce que t'en penses, toi ? J'entends pas Jean-Baptiste. Est-ce qu'il nous entend lui aussi ? Ouais, je sais pas, il y a un petit problème. Peut-être Philippe Spanghero, sur le premier point, je le disais, le point de l'espoir des Catalans. Ouais, mais c'est un point très important qui vaut pas une victoire sur le plan comptable, mais qui fait beaucoup de bien à cette équipe catalane, qui leur prouve qu'ils sont capables de trouver ce caractère collectif qui leur a manqué depuis le début de la saison. Parce que dans le scénario de ce match-là, est-ce qu'ils n'y ont pas assez cru une partie du match, ou est-ce que la section a baissé un peu de régime inconsciemment, a pensé que le job était fait? Il reste cette indiscipline quand même à gommer du côté catalan. C'est beaucoup trop, 3 cartons jaunes, jouer 30 minutes en infériorité numérique, on laisse quand même beaucoup d'énergie, et même si à 14, c'est à 14 qui sont revenus dans ce match autour de la 55e, 60e, et j'ai l'impression que c'est là, en infériorité numérique, qu'ils ont commencé vraiment à y croire, à prendre leur destin en main, dans la densité physique, dans le combat. On a retrouvé quand même un caractère collectif qui laisse quand même augurer d'un vrai réveil du côté de l'USAP. Alors c'est pas une victoire certes, mais c'est un point, ils débloquent leur compteur et ils repartent quand même
même de Pau avec quelques certitudes d'un point de vue du caractère. Voilà, le caractère catalan, la victoire, peut-être Philippe, la victoire bonifiée de Bayonne, non, plutôt parlons de Castres, pardon. Qu'est-ce que tu retiens, toi, plutôt la deuxième défaite castraise ou quand même cette défaite en situation de doublon, cette victoire en situation de doublon de l'UBB, 28-26 à Castres? Un peu les deux. Alors deuxième défaite à domicile, on sait que c'était très compliqué de venir gagner à Pierre Fabre et que ces dernières saisons, Castres a construit quand même ses saisons sur une forme d'invincibilité à domicile, enfin beaucoup de sérénité à domicile, souvent mené au score avec des retours toujours, mais au final des matchs remportés et une confiance renforcée. Et là, ils ont très mal démarré ce championnat à la maison contre Pau. Et là aujourd'hui, on peut souligner le caractère bordelais parce que on sent Bordeaux bien dans le match. Alors ils ont construit leur match sur une très bonne défense et une discipline quand même assez remarquable. On a vu cette équipe très très en place défensivement. 3 pénalités concédées seulement. Ouais, c'est assez incroyable. On est sur des standards du très haut niveau international. Donc clairement, l'UBB fait un grand match aujourd'hui de ce point de vue-là. Et puis, on pense que dès le retour des vestiaires, quand Castres reprend le score, on va avoir droit au scénario habituel de Pierre Fabre. Et puis, à chaque fois, l'UBB revient. Donc sur le caractère, avec en plus l'absence des leaders, il leur manquait ce match à l'extérieur. Bon, d'abord pour rester collé au tableau sur le plan comptable, mais aussi pour vraiment se rassurer sur leur capacité vraiment à aller chercher ce genre de match. Ils l'ont fait aujourd'hui, je le répète, vraiment avec une performance défensive et une discipline assez exceptionnelle. Techniquement, Jean-Baptiste, qu'on a retrouvé, qu'est-ce qui a fait les différences entre ce Castres Olympique et cet UBB? C'est quoi? Notre auditrice juste avant, supportrice du CO, disait que le problème venait des avants, voilà, qui manquait, c'était des chamallows, elle disait. Un manque de densité. Ouais, mais enfin, elle a dit c'était des chamallows. Elle a dit chamallows, c'est vrai. J'ai entendu. Non, j'irai pas jusque là. Je pense que au-delà de l'aspect technique, ce qui a fait gagner le match à Bordeaux, c'est en effet ce que dit Philippe. 3 pénalités, c'est le top niveau. C'est même mieux que le top niveau à ce niveau-là. Castres, vous savez, à l'extérieur cette saison, c'est pas bon, et à domicile, c'est 2 matchs gagnés au Stade Français et au Racing. Il y a Bayonne aussi, en fait. Ouais, tout se joue. Ouais, c'était le seul match un peu dominé. Tout se joue à la pièce. Ils sont sur le fil du rasoir. Et aujourd'hui, c'est pas passé parce que Bordeaux a été très correct et surtout très réaliste dans les zones de marque. Il y a eu une bonne. Le banc a apporté vraiment ce qu'il fallait aussi. Tammy Fona a apporté sa puissance et c'est vrai que il y a une classe d'écart entre le paquet d'avant castré aujourd'hui et celui de Bordeaux, même remanié. Il y avait quand même une classe d'écart et ça s'est vu très vite dans le match. Alors Philippe le dit, on a l'habitude que les castrer au moral et au mental, mais là aujourd'hui ça ne suffit plus. Pour moi, ils ne feront pas partie du top 6. Je pense pas. Ah, ça c'est l'info, 9e journée, fin du premier bloc, Jean-Baptiste Elissalde. On le note comme ça, puis ensuite on fera les comptes pour les paris. Ça peut mériter peut-être un petit repas au vieux crampon, ça. Je les trouve en fait trop instables pour arriver, et puis j'ai pas l'impression qu'il y ait la domination devant qu'ils pouvaient avoir par le passé. Ils l'ont de moins en moins. Il leur manque quand même des éléments. Je sens pas cette équipe. Alors, j'espère qu'ils me feront mentir, mais je les sens pas aller batailler pour les premières places. En tout cas, sur ce que tu as vu, sur ce premier tiers de la saison, c'est la 9e journée. Il va y avoir un petit break là pour tous les acteurs, excepté les Toulonnais et les Rochelais. Voilà, tu sens ces castrés qui sont pas encore au niveau d'un top 6 comme ils l'ont été les saisons précédentes et pendant de longues saisons. On suivra ça, bien sûr. Ouais, Jean-Baptiste. Non, c'est ça, exactement, c'est ce que tu dis, c'est les autres saisons, ils l'ont fait, la dame que tu as eue, Morgane, elle a bien dit, sont entre guillemets des exploits quand ils arrivent à mais là, je crois qu'ils vont partir de trop loin et ça va être trop juste pour le top 6. Surtout que les grosses écuries sont là, notamment Toulon, qu'on a vu brillant en début de journée, en début d'après-midi sur Sud Radio. Son entraîneur Pierre Mignoni sera avec nous juste après la pause. Restez avec nous sur Sud Radio, au cœur de la mêlée.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec nos consultants Jean-Baptiste Elissel, Philippe Spanghero, vous au 0826 300 300 et notre invité Pierre Mignoni dans cette émission, entraîneur de Toulon, entraîneur on imagine heureux après cette victoire 54-21 face à Lyon tout à l'heure. Bonsoir Pierre, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir François, bonsoir à tous. Bon, avant de rentrer dans le match et le débrief, quand même un mot sur l'hommage à André Herrero, figure quand même, on va dire, légendaire du RC Toulon. Et cette victoire large aussi, elle était un peu pour lui, pour la famille, pour aussi tout cet esprit toulonnais qu'incarne la famille Herrero. Oui, écoute, c'était un grand monsieur qui nous a quittés. Pour le club, c'est quand même un moment assez fort. Il fallait voir la cérémonie hier, il y avait beaucoup de monde. Il y avait toutes les générations de représentés, bien sûr la dernière avec mes joueurs, mais bien sûr les anciens. Et voilà, c'était un moment à la fois triste et à la fois bien sûr fort parce que Toulon c'est quand même quelque chose. André Herrero, ça a été notre président, entraîneur, joueur bien sûr, dirigeant, quelqu'un qui laissait pas insensible, nous aussi, la jeune génération. Voilà, et en tout cas c'était un bel hommage et pour cette immense figure, pensez à Daniel que l'on retrouvera la semaine prochaine sur notre antenne bien sûr pour la tournée du 15 de France. Jean-Baptiste Elissal, notre consultant, voilà, des numéros 9 qui se parle, on aime ça, Salut ça. Jean-Baptiste. Adieu Pierrot. Voilà. Tiens Jean-Baptiste, peut-être première question pour Pierre sur le match, sur ce que tu as vu toi d'un point de vue technique. J'ai vu un match maîtrisé. Surtout, je pense que là où Pierre peut être content, c'est que sa conquête, sa défense, la discipline est relativement plutôt positive. Donc c'est des bons signaux envoyés. Et après, bien sûr, il y a 8 essais. Il faut voir ce qu'il y a en face aussi. Lyon était peut-être venu avec un esprit de révolte par rapport à la semaine dernière, mais ils ont été très vite étouffés. J'ai trouvé beaucoup de maîtrise dans son jeu, beaucoup de maîtrise dans son équipe, et puis maintenant, il va falloir breaker la semaine prochaine en recevant La Rochelle pour s'inscrire là-haut. C'est à peu près ça qui s'est passé cet après-midi. Pierre. Oui, il a tout dit. Il a tout dit, il n'a pas perdu sa tête au niveau du coaching. Donc oui, non, je suis satisfait il a dit, sur nos avants, ils ont quand même dominé. Et à partir de là, c'est beaucoup plus simple, le rugby. En première mi-temps, on s'est un petit peu embrouillé sur du 50-50, trop imprécis, et on n'a pas pu les mettre à mal davantage. Et en deuxième mi-temps, on a remis les choses dans l'ordre. Voilà, et puis il me semble que c'était mérité ce soir. Voilà. Ouais, 21-9 à la mi-temps et à la fin 54-21. Philippe Spanghero avec Pierre Mignoni, notre invité dans Au cœur de la mêlée. Pour ce match déjà, donc bon, on a parlé bien sûr de la conquête, de la solidité de ton équipe depuis le début de la saison, mais moi ce qui me frappe surtout c'est la qualité offensive. Je regardais depuis le début de la saison, je sais pas si vous êtes l'équipe qui a marqué le plus de points en top 14 sur ces 9 premières journées, enfin 8 pour vous, mais en tous les cas vous devez être quand même tout en haut du tableau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à la saison dernière dans ta vision à toi de l'animation offensive, parce que vous marquez beaucoup de points, et ce qui vous permet d'être en haut aussi, c'est ces points de bonus. Oui, alors ce qui a changé, je t'avoue, pas grand-chose. On essaie d'être dans la continuité plutôt. Tu vois, c'est un club qui se construit. Moi, c'est ma 4e année, donc maintenant il faut qu'on arrive à bien jouer ensemble, à pas tout changer chaque année, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau de notre jeu offensif ou défensif. Donc on est plus sur la stabilité, on est plus sur essayer de se trouver davantage, de moins réfléchir chaque année et d'être un peu plus performant sur le plan collectif. Voilà, donc on essaye en tout cas de chercher ça. Cyprien. Pardon, je rebondis juste sur une question. Tu dis que c'est ta 4e saison, et on dit souvent qu'un staff, pour qu'il ait vraiment l'équipe qui correspond à son projet de jeu, c'est entre 3 et 4 saisons. Est-ce qu'aujourd'hui, cette saison, tu considères toi que tu as ce qu'il te faut pour aller au bout de ton projet et de ta vision avec ce club? Oui, je suis content. C'est moi qui construis l'équipe, bien sûr, avec Laurent Emmanueli, avec le président, mais on est encore dans la construction.
dans la construction de ce qu'on veut en termes d'équipe, de groupe idéal, quoi, on va dire. Donc je pense que la saison prochaine, on a encore des choses à améliorer dans notre recrutement. Voilà, donc on a une vision assez claire de ce qu'on veut. Voilà, et aussi sur notre jeunesse aussi, on fait un gros travail qui va payer, à mon avis, sur du court terme là. Et on est en train de faire un gros travail là-dessus. Voilà. Donc pour répondre à ta question, on est sur la bonne voie, mais c'est pas encore ce que je veux. Voilà. Okay. On imagine l'insatisfaction fait partie du métier d'entraîneur. C'est voilà, c'est le quotidien. Oui. Cyprien Bétou avec Pierre Mignoni. Oui, Pierre, on a vu aujourd'hui notamment 2 joueurs importants dans ton effectif. Charles Olivon qui a été capitaine et numéro 8, Baptiste Serin qui est revenu d'une blessure aux côtes. Charles Olivon appelé avec le 15 de France, Baptiste Serin pas appelé avec le 15 de France. Est-ce que l'un comme l'autre, tu comprends ces choix et comment tu analyses également ces performances aujourd'hui de tes 2 cadres? Non, mais Charles revient de blessure, vous le savez, c'est plutôt bien pour lui, il commence à retrouver la forme. C'est une bonne chose qu'il soit appelé, en tout cas au moins pour 3 jours. J'espère qu'ils vont me le renvoyer pour La Rochelle, pour être honnête. Mais lui aussi, il a besoin un peu de temps. Voilà, c'est quelqu'un qui doit et qui va retrouver, à mon avis, le très haut niveau. Il est encore, vous l'avez vu, très très en forme. Charles, c'est un senior. C'est un senior au niveau de ce qu'il fait à Toulon, c'est ce qu'il a fait en équipe de France, ce qu'il fait en équipe de France. Donc voilà, donc il y a rien à dire. J'espère qu'il va vite revenir. Quant à Baptiste, c'est quelqu'un qui est un peu les oubliés de la liste. Donc c'est plus dur pour lui parce qu'il a du mal à forcément accepter ça. Avec Jean-Bas, il le sait très bien. C'est un poste qui est très 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 courtisé. Il y a beaucoup de très bons joueurs. Baptiste fait partie des joueurs, des prétendants, donc forcément il est assez déçu. Il est assez déçu, mais bon, il faut qu'il s'accroche. Voilà, les choix des sélectionneurs, il faut les respecter. Mais c'est clair qu'à mon avis, il peut avoir dans un futur proche, en tout cas, encore une chance pour montrer son talent. Baptiste qui a prolongé à Toulon, hein, Jean-Baptiste. Oui, j'ai vu ça, ouais. Alors, moi, je lis les conneries qu'on marque dans les journaux, je les répète. Pierre m'appelle, il se sert de moi pour éteindre le feu à Toulon. Et en fait, tout se finit bien, c'est parfait. Du coup, c'est Bézi qui va à Montpellier. C'est un bordel, les demi-mêlées, de toute façon. Ça a toujours été le bordel. Mais tu m'as bien aidé, là, JB, tu vois. Oui, je sais que j'ai bien aidé. Tu m'as bien aidé. Voilà, mais non, mais c'est vrai que stratégiquement, alors Jean-Baptiste, j'aimerais quand même que tu t'enchaînes aussi avec Pierre, parce que j'imagine qu'il y a plein de choses qui t'intéressent dans ce Toulon-là, qui quand même la semaine prochaine ne sera pas en vacances contrairement aux autres et qui a la possibilité quand même d'être aux avant-postes du top 14. Bon, je vous entends très mal, donc j'ai plus de liaison. Alors on va poser... là c'est compliqué parce que là s'il faut rentrer dans vraiment l'analyse technique, JB, il y a que toi. Donc retrouve ta liaison. J'ai pas d'autres questions moi. Et Pierre, notamment sur la gestion, c'est comment tu gères cette période où les autres clubs vont breaker et toi avec ce match qui a été reporté, je crois que c'est le match de la 3e journée contre la Rochelle, tu te retrouves finalement à devoir encore faire une semaine supplémentaire, ce qui n'est pas évident en termes de gestion d'effectifs. Ouais, enfin, ce qui n'est pas évident, c'est autant pour La Rochelle que pour nous. On est en période de doublons et là, c'est des vrais doublons. Parce que tous les internationaux étrangers ne sont pas là. Les Français, bon, peut-être qu'ils vont revenir, peut-être pas. La Rochelle est impactée de la même façon. Voilà, donc ce qui est difficile, c'est forcément ces semaines où tu as un effectif très réduit. Voilà, donc quand je dis réduit, là, c'est très très réduit, en tout cas nous concernant, parce qu'on a des blessés, malheureusement. Je pense que La Rochelle, c'est pareil. Donc voilà, te dire que c'est simple, non. Te dire qu'on va essayer de gérer ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce calendrier infernal que tout le monde connaît. Voilà, donc on n'a pas le choix, malheureusement. On a une semaine à se serrer les coudes tous ensemble, c'est ce que je leur ai dit. Et puis pas pleurer sur le sort, et puis tout simplement avec nos jeunes du club justement, tu vois, faire corps et tout donner sur ce dernier match avec malheureusement qu'une semaine de repos.
Je dis malheureusement parce que les corps, les joueurs, ce sont des hommes, c'est pas des machines. Et il faut se rendre compte qu'on demande beaucoup, on leur demande beaucoup, et que ce soit mentalement ou physiquement, c'est pas simple. Donc on est dans un top 14 qui est difficile. La Coupe d'Europe va arriver. Nous, on avait prévu de se préparer, tu sais, sur au moins 2 semaines et demie. Parce que c'est important pour arriver avec une certaine préparation physique pour la Coupe d'Europe. Et ben là, on n'aura qu'une semaine et demie, donc on va s'adapter, mais c'est comme ça. Ok, on va s'adapter effectivement. Voilà, mais ça veut dire que tu dispatches après les jours. Comment parce que là, tout le monde part en vacances là dans les autres clubs. Toi, concrètement. Mais nous, on va faire une semaine classique. Ils sont déjà en vacances à Toulon. C'est les vacances. Les gens partent en vacances à Toulon. Moi, j'aurais rêvé être DRH, donc c'est pour ça que je pose des questions comme ça. Philippe, avec Pierre Mignoni. Non, plus de questions, mais on parlait justement de cet enjeu sur la formation. C'est devenu de plus en plus prégnant partout. Est-ce que toi, Pierre, dans ta casquette, tout de suite, avec Laurent Emanueli, t'as pris ça dès ton arrivée, avec cet enjeu justement de la profondeur de banc à trouver, avec ces enjeux qui sont de plus en plus forts autour des gifs, parce qu'on a vu que les saisons précédentes, vous aviez été obligé de lâcher aussi quelques matchs, parce que sur une saison régulière, la gestion des gifs est très compliquée. Là, aujourd'hui, l'enjeu, il est là, donc est-ce que cet enjeu, tu l'as pris à bras le corps dès que tu es arrivé ? Oui, ce que je t'ai dit il y a 3 ans, quand je suis arrivé, on a mis un projet en place qui s'appelle RCT Passion. On travaille dès le plus jeune âge, c'est-à-dire les moins de 14 ans et les Goderman. On a signé des conventions avec des collèges et les garçons, on les prépare dès 14-15 ans. Alors attention, on les prépare à devenir des hommes déjà, à bien travailler à l'école, mais aussi à les préparer au niveau du rugby. Et c'est un double projet qui est intéressant parce que c'est toute la filière, comme je te dis, des moins de 14 jusqu'aux espoirs. On a créé ce lien avec l'éducation nationale et qui nous permet en tout cas d'avoir du repos pour les joueurs, pour pas qu'ils finissent trop à 8h du soir, 8h30, tu sais, après il y a les devoirs à faire. Donc voilà, on a mis des choses en place qui sont assez nouvelles, un peu différentes. Bon, on verra ce que ça donne. Ça, je te parle de ça il y a 3 ans, donc on est encore dans le moyen terme. Enfin, c'était plutôt dans le long terme, et là on est dans le moyen terme. Donc tout ça, on le prépare pour les 3 ans à venir, quoi. Avec la première génération, on va dire. Est-ce qu'on a retrouvé Jean-Baptiste Elissal avec Oui, je vous entends. Bon, Jean-Baptiste, vas-y. Non, mais moi, je suis à 100% d'accord pour la formation. C'est plus que vital parce que quand tu es entraîneur d'une équipe professionnelle, tu as un salarié cap à gérer. Il faut des grandes stars pour gagner les trophées. Mais tu peux pas en avoir plus qu'il n'en faut, et donc il te faut des petits salaires entre guillemets, des jeunes qui sortent de ton, et puis qui ont une certaine culture, une fierté d'appartenance, qui connaissent le contexte du club, etc. Et c'est encore plus dans un endroit comme Toulon, c'est prioritaire. Enfin, ça doit être. Maintenant, ça, je pense que tous les clubs s'y mettent, ça va de pair avec le projet professionnel, mais sans ces jeunes, 104, 5, 6, 7 jeunes qui peuvent jouer tous les week-ends où t'as pas le trouillomètre à 0 de les mettre sur le terrain, tu peux pas exister dans le top 14. Il y a trop de rencontres, trop de matchs, et puis tes joueurs premium, il faut les garder pour les grands moments et les bons moments, parce que c'est eux quand même à la sortie qui te feront gagner les trophées. Et si je peux juste me permettre, c'est aussi important, et c'est souvent dans les clubs le manager général de la partie SASP qui joue ce rôle-là, c'est que il faut quand même une vision partagée avec l'association, parce que il faut que les SASP donnent des moyens à leurs associations, parce que en fait c'est beaucoup moins cher. Ça paraît cher quand on fait les budgets et qu'on dit qu'il va falloir donner 800 000 millions d'euros à ton association, mais pour former potentiellement 8-10 joueurs de ton effectif pro, in fine c'est beaucoup moins cher que d'aller les chercher ailleurs. Mais bon, il faut un travail de fond, parce que longtemps quand même dans le rugby français, il y a pas eu une vision partagée complètement entre les assos et les SASP, qui avaient chacun leurs problèmes, et c'est souvent le manager général de la partie SASP qui permet de rapprocher les points de vue. Ouais, je crois que c'est bien ce que tu dis, parce que c'est tout à fait vrai. Quand tu prends à peu près tous les clubs top 14, bon, je les connais pas tous, mais
Mais c'est pas simple le monde de l'association, associatif et le monde professionnel parce qu'on a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Et faire travailler les gens ensemble, pour moi, ça a été un grand challenge. Aujourd'hui, à travers le programme que je vous ai cité, qui s'appelle RCT Passion, on a réussi en tout cas, je pense, à connecter les gens, à travailler main dans la main. Alors, on n'est pas arrivé au bout de nos peines parce qu'il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup d'ego aussi, il faut le dire. Donc tout ça, il faut le mettre au service du club. Et voilà, donc on est en tout cas dans la bonne direction, mais c'est pas simple. C'est pas simple et Toulon n'y a pas échappé, mais je crois qu'on est en tout cas dans la bonne direction. Et du coup, combien de jeunes montent pour le match, vont monter dans l'équipe première pour le match contre La Rochelle, Pierre ? Oh, on en a pas mal, j'ai pas le nombre exact, mais nous on en a déjà pas mal qui jouent avec nous là, qui sont dans la rotation et puis qui seront là bien sûr pour La Rochelle, c'est évident. Mais je parle surtout sur le moyen et long terme. Alors c'est pas le projet que du manager, c'est là où je suis à la fois d'accord avec vous, mais pas que. C'est-à-dire que Pierre Mignoni, si demain il est plus là et je serai plus là, il faut que le projet continue. Donc en fait, il faut dépasser un peu, je pense qu'a réussi à faire le Stade Toulousain de l'extérieur. Il faut dépasser le projet des hommes, il faut avoir le projet d'un club. Et ça, bien sûr, il y a les hommes qui le lancent, dont je fais partie, mais demain, je serai plus là. Donc il faut que ça continue et il faut que ça se renforce. Et il faut le rendre un peu autonome. Vous avez parlé de 800 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Quand on donne 800 000 euros, c'est déjà énorme. Je pense qu'il faut rendre les produits. Je donnais des montants comme ça, mais bon, en général, c'est à peu près les enjeux, quoi. C'est beaucoup. Oui, mais les enjeux sont aujourd'hui, on est dans un monde économique réel où c'est compliqué. Et justement, il faut créer aussi, en parallèle de ce que je dis, une politique sportive, mais aussi une politique économique qui va permettre de continuer le projet, de le faire grandir, sans que Monsieur Bernard Lemaître mette la main à la poche chaque année, parce que lui aussi sera plus là dans quelques temps, et c'est la vie. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut rendre les projets assez autonomes et sur la durée. Voilà, pérenniser tout ça. Un petit mot pour conclure, peut-être Pierre, pour Franck Azema quand même, avec qui tu as entraîné au début de ton mandat là, et ton retour à Toulon, et qui a été remercié, ou en tout cas qui a pris du recul. J'imagine que je crois qu'il a plus pris du recul que remercié, donc, parce que il était à Toulon hier. On l'a reçu au campus, il est venu nous voir. Il a mangé avec nous le midi, il est venu à l'enterrement d'André Hérault. Bon, ça montre tout l'homme qu'il est. Franck, vous le connaissez tous. C'est pas quelqu'un qui a été remercié déjà, c'est quelqu'un qui est parti de lui-même parce que il s'exprimera, mais je crois qu'il avait peut-être besoin de protéger son club, peut-être un sentiment d'impuissance. On connaît ça quand on est coach. Jean-Bas il connaît aussi. Ça fait partie de la vie d'un coach, mais ça n'enlève en rien la qualité de l'homme et de l'entraîneur qu'il est. Ça sera une belle conclusion. Merci Pierre Mignoni d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Merci au RCT. Merci à tous. Et bon match la semaine prochaine que nous suivrons aussi sur Sud Radio, bien sûr, la radio du rugby. À très bientôt, bonne soirée. Dans un instant, on va parler du 15 de France, projeté sur la tournée de novembre et notamment sur ces nouveaux éléments qui composent le collectif des Bleus, notamment un certain Baptiste Erdocio. Restez avec nous en direct sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée. François Trio. Au cœur de la mêlée, des invités bien sûr, des analyses sur le top 14, on en a parlé. Mais on va aussi s'arrêter sur la prochaine tournée des Bleus. Voilà, elle commencera le week-end prochain. L'équipe de France de rugby qui recevra d'abord l'Afrique du Sud, qui ensuite recevra à Bordeaux les Fidji. Et le dernier match, ce sera encore au Stade de France face à l'Australie. L'Australie qui a été battue, Quentin Cabanis, aujourd'hui, battue par l'Angleterre.
supplémentaires. 25-7. François, donc notamment en seconde période, puisqu'il y avait 10-7 à la pause et que les Anglais ont accéléré en seconde période avec notamment un essai de Pollock. Voilà, on est toujours, et j'imagine que Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero sont toujours, on va dire, alléchés par ces tournées d'automne, parce que ça permet toujours de se mesurer au meilleur. Et c'est le cas, Jean-Baptiste. Est-ce que selon toi, il y a un sentiment de revanche, entre guillemets? Est-ce que les joueurs, ils seront à cœur de se dire, tiens, il y a 2 ans, ils nous ont privés de notre bonheur ultime? Certains se sont exprimés dans ce sens-là. Lucu, je crois, a dit nous ont volé notre Coupe du Monde. Biel Biarré, lui par exemple, a dit que c'était carrément oublié. Je pense que c'est propre à chacun, cette histoire de revanche. Je pense qu'on a un très gros challenge à relever. Je crois qu'on a aujourd'hui les 2 meilleures équipes au monde qui vont s'affronter et peut-être les 2 meilleurs effectifs surtout. C'est-à-dire que je crois que seule l'Afrique du Sud et la France ont un tel réservoir de talent aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc ça va être un bon match, c'est sûr. Et puis on en parlera tout à l'heure dans l'aspect stratégique. Il est super intéressant à préparer parce que tu tombes en face de toi sur des mecs qui dominent à la fois les airs, qui dominent le sol et qui ont une qualité physique et une résistance incroyable et qui cherchent à te faire péter à la 60e parce que plus il y a de chaos sur le terrain, plus eux, ils aiment ça. Donc ça va être super intéressant à voir. Ouais, t'as pas dit, il y a les 2 meilleurs entraîneurs au monde qui s'affrontent. Ça c'est difficile à dire parce que je crois qu'il y a beaucoup de très bons entraîneurs qui malheureusement n'ont pas la chance d'entraîner les plus grandes équipes, donc c'est toujours difficile à dire, mais oui, en général il y a eux ils vont nous préparer des surprises parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Et pour avoir discuté avec Fabien, les jeux d'équipe de France est en train d'évoluer, vous allez voir, il y a plus ces cellules de 3 joueurs, les 3 avants qui vont être scindés, ils vont arriver par vague de 4, 5, même des fois 6, essayer de se faire des passes entre eux pour jouer justement les première ligne en face qui se situe au milieu du terrain. Ils visent le 1, le 3, le 5, les hommes lourds pour essayer de créer des avancées. On va voir aussi pas mal de dézonage, mais face à cette équipe qui a une rush défense très incroyable, il y aura certainement aussi des choses à faire sur les retours et dans leur dos. Voilà, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir la stratégie adoptée par Fabien, notamment sur le jeu au pied, comment ils vont contrer cette défense et voir si on a progressé dans les duels aériens parce que ça restera face aux Sud-Africains. Ça commencera par là, quoi, en gros. Philippe Spanghero, les 23 protégés, là, c'est je crois que oui, c'est 23 ou 20. C'est ça, 23. Ouais, 23. C'est pour toi les 23 qu'on aura samedi face aux Sud-Africains, prêts pour la revanche, entre guillemets? Sur ce premier week-end, j'ai l'impression, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme vraie surprise. Aldrit. Non, mais Aldrit, il pâtit certainement de la santé de La Rochelle. Il est quand même un peu moins en vue et dans la complémentarité de la 3e ligne là de ceux qui se sont entraînés cette semaine dans la peau des titulaires, de ce qu'on peut penser comme étant les titulaires, il y a une complémentarité intéressante et Michael Guillard a marqué beaucoup de points, notamment cet été à ce poste-là. Donc sur la politique de l'homme en forme, je suis pas sûr. Ouais, parmi les hommes en forme, il y a un joueur que tu connais bien, Jean-Baptiste, c'est Baptiste Erdocio, pigné basque qui joue désormais à Montpellier, que tu connais bien, et on est ravis d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio son formateur au club de Bidart, qui est avec nous en direct, c'est Jeff Lassagra. Exactement. Bonsoir Jeff, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Salut à tous. Merci. Bonsoir. Ouais, je le disais, formé à Bidart, même né à Bidart, Baptiste Erdocio. C'est en tout cas il faut le dire parce que souvent on est à Bayonne et pas à Biarritz pour certains, en tout cas dans l'ancien temps. En tout cas basque, voilà. Mais j'imagine que pour vous, formateur du club de Bidart, c'est une grande joie de voir Baptiste quand même qui était protégé ce week-end. Ça veut dire qu'il sera au moins dans les 23 face aux Sud-Africains. Une super fierté pour notre club, bien sûr, et de l'avoir eu gamin, quoi. Ouais, c'est ça. Donc oui, moi je l'ai eu quand il avait 12-13 ans, quoi. Et donc en minime, c'était un super garçon, hyper sympathique, hyper serviable, un joli meneur, hyper respectueux.
Et voilà, quoi. Il avait toutes les qualités de toute façon pour réussir. Maintenant, on ne peut pas prédire l'avenir de gamins qui ont 12 ans, mais il avait tout ce qu'il fallait, quoi. Voilà. Et il est là et on en est fiers. J'imagine bien. Jean-Baptiste Elissal l'a eu aussi pour ses débuts en top 14. Tu étais là encore à Montpellier. Ouais. Ben, nous, avec Philippe Saint-André, on bossait sur le recrutement et j'avais vu ce garçon évoluer avec Biarritz. Alors, dans une équipe qui était en plus un peu en difficulté, il arrivait quand même, déjà il jouait souvent, il arrivait à s'en sortir, on sentait qu'il y avait de la mobilité, on sentait qu'il avait aussi un peu d'adresse et surtout qu'il avait une bonne tenue de mêlée. C'était un bon coup parce que pas forcément trop cher et on a décidé de miser sur lui et on s'est pas trop trompé. Lui et Auguste Cadeau, je crois, la même année qu'on avait pris Biarritz aussi. Et sur ces deux joueurs-là, on s'est pas trompé, mais Baptiste a bien progressé. Il a vu aussi que ça a été très dur au début au niveau des entraînements et des rythmes d'entraînement. Il a fallu qu'il passe, il avait bien compris qu'il fallait un peu plus de récupération. Voilà. Et puis, au-delà du joueur de rugby, après, il y a l'homme, en effet, un garçon charmant, prêt à vendre chèrement son maillot. Et puis, je pense que sous là, il a le maillot de Montpellier aujourd'hui ou de l'équipe de France ce week-end, peut-être. Mais dessous, il a son maillot de Bidart et ses racines très fortes. Et ça en fait un garçon charmant à entraîner. Philippe Spanghero avec Jeff Lassaga, l'un des formateurs de Bidart et donc de Baptiste Erdosio. Ben ouais, bonsoir. Donc d'abord bravo parce que former des joueurs qui à 25 ans peuvent prétendre à jouer des matchs comme celui-là, c'est toujours une grande fierté pour le club et il faut toujours saluer les clubs formateurs. Et c'est vrai que c'est quand même la surprise Erdosio parce que Jean-Baptiste Gros était quand même le joueur installé à gauche, donc ça montre à quel point il a la capacité à chambouler la hiérarchie et puis la confiance du staff potentiellement parce que l'équipe n'a pas été annoncée, mais bon, il tient quand même la corde et pour affronter les Sud-Africains, il faut quand même que le staff soit assez sûr de son sujet avec lui. En tous les cas, c'est super pour la formation française parce que comme le disait Jamba, on en parlait hier soir au sujet du rugby sud-africain, mais c'est vrai que du côté du rugby français, on l'a vu ces dernières années avec ces tournées d'été, on a quand même une profondeur de banc grâce au travail de clubs comme Bidart et autres qui permet aujourd'hui à la formation française d'avoir un niveau avec des titres à moins de 20, etc. qu'on n'avait jamais connu. Ouais, bon, on en est fiers toujours, ça c'est sûr, et j'espère qu'on continuera tous dans tous les petits clubs à essayer de former des gamins comme Baptiste, qui est une grosse fierté. Jeff, c'est toujours important de le dire, vous êtes ton club Bidart Union Club est en Régional 2, deuxième actuellement de la poule. Comment ça se passe le contact encore avec Baptiste Erdosio? Est-ce qu'il est toujours, il passe quand il a le temps? Il a prolongé à Montpellier jusqu'en 2029. Tu le disais, c'était un garçon facile. On a l'impression que c'est un bout en train en dehors qui sait rassembler les hommes autour de bonnes blagues et de bons moments également. C'est clair. C'est clair, ça l'a toujours été, à 12 ans déjà, il nous faisait tellement rire dans les retours de bus, je vous dis pas, c'était énorme, quoi. Il nous faisait le pilou-pilou, tout le monde autour, enfin c'était un garçon déjà très bout en train, il nous a fait rire terriblement à nous et à ses copains, et c'était un meneur d'hommes, quoi. Avant les matchs, après les matchs, pendant le match, il arrivait à amener les garçons toujours vers lui, toujours la tête haute, avec un grand respect, quoi. Mais c'est un super garçon. Et oui, à chaque fois qu'il descend et qu'il peut venir voir les matchs au bord sur la main courante, sur le bord du terrain, il y est, quoi. Il est à Bidart. Le terrain qui est pas loin de la plage à Bidart, on le rappelle. C'est ça. Et en face de chez ses parents, donc il traverse la route, il est au terrain, quoi. Donc, voilà. Il a aucune excuse, quoi. On l'excuserait pas, non. Jean-Baptiste, ce leadership là et ce côté bout en train aussi en dehors, c'est important dans la vie d'un vestiaire. Comment ça s'est fait? Parce que quand on arrive chez les pros dans une autre région, dans un autre club, etc. Forcément, on doit arriver un peu sur la pointe des pieds. Oui, c'est un garçon bien éduqué. Il est arrivé justement sans trop fanfaronner, mais on a tout de suite perçu qu'il s'est très bien installé dans le vestiaire et plus que ça, puisque il a commencé à prendre la parole quelques semaines après. Quand je le voyais dans les séances de mêlée, j'observais, il était moteur et puis
voilà, il est rayonnant. Il a le sourire. Il transmet cette envie de s'entraîner. Il est toujours partant pour tout. Et même quand c'est dur et que ça souffre, à la fin, il encourage les mecs. Non, vraiment un garçon bien au-delà de ses qualités. Et puis je pense que pour en revenir au match, je pense que le choix sera porté sur lui parce que et on peut pas parler qu'il passe devant Gros ou derrière Gros ou peu importe. C'est du coaching, c'est de la haute précision. On sait que ça va être important de rentrer des joueurs aussi très bien préparés à faire les 20-30 dernières minutes. Et si Baptiste, je pense que c'est pour ça que Baptiste va démarrer et qu'il préférera avoir un peu plus de mobilité derrière avec Gros. Donc non, mais ce n'est que juste récompense. Il a vraiment bossé pour essayer d'y arriver. Vous vous rendez compte, il y a 2 ans, il était au fin fond de la Pro D2, voilà. Ouais. Et là, il arrive en équipe de France. Jeff Lassaga, formateur à Bidart, formateur de Baptiste Erdocio. J'imagine quand même qu'il va y aura un peu d'émotion samedi s'il démarre et la Marseillaise au Stade de France. Bon, parce que l'été dernier, c'était la tournée en Nouvelle-Zélande. Mais c'était le matin, seul devant sa télé. Là, ça va être comment? Vous allez le vivre au club? Comment vous allez le vivre, cette première grosse sélection pour Baptiste Erdocio au Stade de France? Alors au club, je sais pas, mais bon, moi je vais le vivre toujours devant ma télé, ça c'est sûr, avec des potes certainement, et voilà, et on va le suivre à lui, à notre équipe de France bien sûr. Voilà, de tout cœur avec tous les garçons, quoi. Voilà, parce qu'on a quand même envie de battre les Sud-Africains. On aimerait bien. On aimerait bien, de temps en temps. Voilà. Ouais, quand même. D'ailleurs, tiens, Philippe Songuero, est-ce que c'est un bon plan là de battre les Sudafricains à 2 ans de la Coupe du Monde? Est-ce qu'il ne faut pas leur laisser croire qu'ils vont encore être champions du monde dans 2 ans? C'est pas ce qu'ils font avec nous depuis des années. Non, c'est un bon plan de gagner des matchs. Je crois que c'est toujours dans la victoire et dans les dynamiques de succès qu'on construit, qu'on renforce la confiance. Donc là, 2 ans, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. Il faut engranger tout ce qu'on peut engranger et montrer au monde du rugby, voilà, que le rugby français, il mérite sa place à ce niveau-là. Ça fait quelques années maintenant qu'on est installé dans le top 3, top 4 mondial. Voilà, on en a parlé la semaine dernière. C'est vrai qu'il y a ce sujet d'expérience du très haut niveau et du nombre de sélections qui nous a peut-être manqué en 2023. Là, on a quand même une ossature de joueurs qui peuvent prétendre à 2027, qui ont engrangé cette expérience-là. Et je pense que voilà, on a les armes et pour être champion du monde, il faut battre tout le monde. Et je crois que là, il n'y a pas à se cacher. On ne doit plus se cacher. Le rugby français doit montrer qu'il rivalise avec tous les grands. Voilà, et qu'il y a aussi des nouveaux visages. Ouais, Jean-Baptiste. Ouais, après c'est toujours très dur de les rencontrer. Là, tu vois, c'est des temps de jeu vraiment inégaux. Peter Steph Dutoit, je t'en ai parlé cet après-midi quand on préparait l'émission. J'ai regardé sur Internet et il joue pas en club. Il ne se prépare que pour les matchs internationaux. C'est-à-dire qu'il ne joue. Alors il peut être monstrueux sur le terrain. Et l'avantage qu'on a, c'est que bon, arrive à une Coupe du Monde, tout le monde part sur la même préparation entre guillemets, avec des mecs frais et bien portants, bien dans leur basket. Mais c'est vrai que là, les rencontrer comme ça dans les tournées, c'est toujours très dur, et notamment eux qui ont une politique fédérale où les mecs, on joue pour les Springboks et puis allez, par-ci par-là de temps en temps, alors que nous les Français sont déjà tapés 9 matchs la plupart. Ouais, effectivement. En tout cas, on sera là samedi. Merci Jeff Lassaga. Prochain match de Bidart, c'est quand le prochain match en Régional 2? C'est dimanche. Dimanche. Ouais. Donc demain. Voilà. Et c'est qui l'adversaire? Ah, je sais plus, tiens, écoute, justement. on regarde. Mais bon. Il est toujours éducateur, Jeff. Oui, je suis toujours avec les U14 en entente avec Biarritz. On reste en contact pour avoir les futures pépites, évidemment. C'est toujours important. Ouais, on va essayer. Merci Jeff d'avoir été avec nous. Et le club de Bidart, le magnifique terrain là, quand on passe le long de la côte, super. Et c'est ça aussi ce rugby. Et c'était cet hommage à Baptiste Erdocio et à ses formateurs. Dans un instant, on va se projeter toujours sur Sud Radio au cœur de la mêlée pour terminer sur le Classico qui va arriver entre Toulouse et le Stade Français. Restez avec nous, Jean-Baptiste Elisel, Philippe Songuero sont là et vous aussi au 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio au cœur de la mêlée. François Trio. On est toujours là, bien sûr.
sûr, mais c'était en fait un faux départ. On a comme ça le sens de la blague, bien sûr, Jean-Baptiste Elissal. Une fin de la moustache, comme Jean-Baptiste. Toulouse, Stade Français. Jean-Baptiste, t'en as joué des classicos cette année. Ce fameux classico, alors il y a 20 ans, il remplissait le Stade de France. Et aujourd'hui, eh bien, c'est quand même les deux équipes qui, avant cette journée, avaient le même nombre de points aux avant-postes du classement. Ça, c'est plutôt un bon signe, un bon indicateur. Ouais, ça revient bien. Et puis le gagnant ce soir, ça sera leader du top 14. Il y a qu'en cas de match nul où ça arrangera personne. Mais j'ai hâte de voir ce match. Alors bon, Toulouse a encore une très très belle équipe, hein, même s'il leur manque 9 joueurs ou 12 ou 13, ça reste toujours. Mais c'est surtout de la façon dont Paris va l'attaquer. Je sais pas comment sont les conditions climatiques là-haut, mais j'ai envie de voir la façon dont ils vont essayer de rendre le ballon le plus injouable et le plus lent possible, à savoir s'ils vont attaquer les rucks, savoir leur conquête, s'ils vont essayer de pourrir leur mêlée. Ils ont une mêlée très forte, Paris. Donc c'est surtout sur cet axe-là, comment ils vont rendre le jeu, en fait, le mettre à leur vitesse, à eux, au Stade Français, rendre le jeu le plus lent possible, pour essayer de battre Toulouse. Voilà, j'ai envie de voir ça ce soir. Ouais, on peut y croire, Philippe Souanguero, à un succès ou en tout cas à un match serré, parce que quand même le tarif est élevé à Ernest Vallon depuis le début de la saison là. Ouais, c'est sûr que, mais après le tarif est élevé parce que c'est vrai que Toulouse avait toujours des réceptions et le besoin de se rassurer après des contre-performances à l'extérieur. Là, on a l'impression quand même que on a trouvé un peu de sérénité, un peu plus de certitude du côté de l'effectif toulousain. Bon, malgré les absences et les doublons qui démarrent, comme le disait Jamba, il y a quand même une équipe extrêmement compétitive. Donc les conditions, elles sont peut-être un peu favorable au Stade Français, comme le disait Jamba, dans cette volonté peut-être de ralentir le jeu. Ils sont forts sur leur conquête, ils ont des certitudes sur leur paquet d'avant, ils bruinent depuis le début de l'après-midi à Toulouse, ils pluviotent, donc les conditions ne sont pas optimales pour produire du jeu. Mais je crois que Toulouse, quand même, à domicile, est assez maître de son sujet et a besoin surtout d'engranger des points. Ouais, avec parfois des visages, on va dire, assez bizarres du Stade Français, parfois des mi-temps avant de démarrer. On se souvient à Lyon, on se souvient à Castres aussi, où ils avaient démarré un petit peu tard. Rémi Misséguet est avec nous, notre commentateur, qui sera avec nous en direct tout à l'heure pour vivre ce match en intégralité avec Alexandre Priam. Ça sera un moment fort. C'est quand même toujours un adversaire un peu particulier quand même, le Stade Français pour le Stade Toulousain. Il y a cette histoire entre guillemets des classicos des années 2000. Oui, bonsoir François, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Alors, Philippe a fait le point météo. Effectivement, il bruine un petit peu, même il a plu un petit peu plus fort là depuis une heure sur Ernest Vallon. Pas de vent à déclarer ici, donc les conditions de jeu seront peut-être un petit peu à l'avantage du Stade Français, en effet. Par contre, effectivement, c'est une rencontre qui, d'une année à l'autre, retrouve ou pas la splendeur des années 2000, comme tu le disais, François. Voilà, mais cette année, en tout cas, j'ai l'impression que ce lustre d'antan est un petit peu là, puisque, comme le disait Jean-Baptiste, ce sont les deux leaders avant cette journée qui s'affrontent. Et si une des deux équipes venait à s'imposer ce soir, elle serait leader du top 14 juste avant la trêve de la tournée de novembre. Allez, on va découvrir dans un instant un peu les grandes tendances de la compo, mais on va faire une petite pause et revenir dans un instant sur Sud Radio, la radio du rugby. Rémi Misséguet et toute l'équipe. Au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, dans une heure, le match entre le Stade Français et le Stade Toulousain. Enfin, c'est plutôt Toulouse, Stade Français. C'était Ernest Vallon, Jean-Baptiste Elissal, de Philippe Souanguero. Tiens, un petit prono comme ça, Jean-Baptiste. Là, t'y crois quand même à un tarif normal, un match serré, c'est envisageable? Ah, il n'entend pas, Jean-Baptiste. Philippe, question que je t'adresse du coup. Match serré, mais comme on le disait, les conditions météo peut-être laissent l'opportunité au Stade Français d'y croire, avec sa conquête notamment très forte et sa discipline depuis le début de la saison. Mais je vois quand même le Stade Toulousain. Alors il y a un banc malgré tout hybride, avec beaucoup de jeunesse. Il y a des jeunes joueurs qui ont été testés pendant les matchs amicaux, qui font leur apparition en championnat, et puis de l'expérience aussi. Donc je vois quand même Toulouse maîtriser son sujet. Pas avec un score fleuve, mais 29 à 16.
D'accord, voilà, un score, on va dire, un peu plus modéré, d'autant que c'est quand même une période de doublons. Florian est avec nous, supporter du Stade Français, en déplacement à Toulouse. Ça veut dire que Florian, bonsoir, si tu as fait le déplacement, c'est que tu y crois. Bonsoir François, bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Et bon, je sais pas trop comment attendre. Comme disait Philippe, on a peut-être des conditions favorables. Bon, après Toulouse, ça reste la meilleure équipe peut-être du monde actuellement. Pas beaucoup d'espoir, mais du plaisir. On va dire que c'est un match bonus pour nous. Ouais, match bonus. Voilà, mais à la fois, c'est le bon moment pour prendre les Toulousains. On va dire, c'est le meilleur moment, même vu le nombre d'internationaux retenus et les blessés en plus qui se sont ajoutés à ça. Oui, c'est clair. J'ai l'impression qu'on affronte toutes les équipes au bon moment là depuis le début de la saison. Tant mieux pour nous. Je crois que c'était encore une fois Philippe qui le disait. On a peut-être les conditions de jeu qui vont nous arranger. Un temps humide, une grosse conquête disciplinée. Ouais, on peut peut-être jouer là-dessus. On a mixé la jeunesse avec Mathis Thibault qui va faire sa première ce soir. Il est sur le banc. On a de l'expérience, mais bon, après, on se fait pas d'illusions. Toulouse, ça reste quand même très, très, très solide, peu importe quelle équipe ils mettent. Ouais, effectivement. Voilà, c'est le classico pour toi, ça évoque quoi, Florian? T'as quel âge? J'ai 28 ans. C'est l'histoire de toute mon enfance. Il y a une rivalité, mais ça reste une rivalité très amicale. On s'entend très bien avec les supporters toulousains. Ça se passe toujours très bien chez eux. J'espère que ça se passe très bien pour eux chez nous. Il y a juste une rivalité sportive, mais c'est toujours, comme je le disais, c'est très amical et c'est super. C'est toujours un plaisir de venir chez eux. Eh ben voilà, un plaisir que tu partageras, j'imagine aussi, grâce à Sud Radio ce soir, dans l'oreillette, pour être sûr que les commentaires correspondent à ce que tu vois, parce que parfois il y a des doutes. Alors voilà, il y aura Rémi Mességué et toute l'équipe Sud Radio pour ça. Merci Florian d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, et à très bientôt. Voilà, les supporters du Stade Français à Toulouse pour le Classico qu'on va retrouver d'ici 1 heure. Merci Jean-Baptiste Elissal, merci Philippe Spanghero. On se retrouve demain 18h au cœur de la mêlée. On aura Philippe Saint-André comme invité, puis on reparlera longuement aussi, bien sûr, de la Pro D2, du Top 14 et de la tournée du 15 de France. On essaiera de comprendre justement les enjeux tactiques que vont attendre les Français face aux Sud-Africains. Merci en tout cas, Toulouse Stade Français dans 1 heure. Excellente soirée. Bon match, salut messieurs.